Bon bah c'est reparti hein. Ouais, coucou, on espère que vous allez bien. Ouais, Nouvel épisode. ouais, nouvel épisode, ouais. Encore une fois, on parle d'histoire, guys. Aujourd'hui, on va vous proposer une petite histoire de De la la presse presse, mode évidemment. qui La vous a... presse mode Ouais, du commencement à aujourd'hui en fait. voilà. Donc on peut On peut commencer? commencer, je Ouais, je pense. pense. C'est parti. C'est parti. Allez, on ouvre la marche avec le Moyen Âge. Exactement. Je me permets de commencer avec le Moyen Âge, même si en vrai, il n'y a pas de presse mode comme on l'entend aujourd'hui, mais ayant étudié le phénomène pour Mm. mon master, Oui, puis c'est les prémices aussi. Donc, voilà, c'est là où la mode commence à la fin du Moyen Âge et on va avoir ce qu'on va appeler les gravures, les miniatures, mhm, enfin tout ça, qui ne sont pas des miniatures de mode ou des gravures de mode comme on va pouvoir avoir par la suite, mais on a des miniatures qui représentent la société et qui donc vont figer de manière malencontreuse, sans volonté quoi, mm, vont figer des modèles de comportement vestimentaire, puisque c'est aussi un objectif que de présenter à travers les images les manières de se vêtir, mhm. et ça va être repris par la presse mode après d'ailleurs. Mais donc du coup on va Ouais, parce que figer. les gravures vont rester assez longtemps, hein, Oui, bien sûr, finalement. oui, oui, bah, Ouais. on parlera des gravures mode Mhm, tout à l'heure d'ailleurs, hein. Mais donc du coup, ces pratiques-là vont rester. Et c'est, disons, les premiers... Moi, en tout cas, quand j'ai étudié, j'ai trouvé que c'était les premiers magazines de mode, un petit peu toutes ces miniatures, toutes ces gravures, parce que on a bien le vêtement qui est mis en avant dans des scènes de vie mm, particulières. Et l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir, à travers le vêtement, perpétuer des hiérarchies comportementales dans la société. Tout à cette époque-là où la mode prend ses racines. Et je pense notamment au livre que j'ai pu étudier, qui est Le jeu des échecs moralisés de Jacques de Sessolès, que vous retrouverez sur Gallica si jamais ça vous intéresse. Il y a cette idée de montrer des images, c'est en lien. Alors on a une partie sur les figures les plus importantes, type roi, reine et compagnie, mais on a aussi les travailleurs. Et d'ailleurs, il fait une description des vêtements que portent le personnage. Et donc du coup, on a cette idée que justement, les miniatures, les gravures servent aussi à présenter comment est-ce que les mm. gens S'habiller. devait Mm. s'habiller. Donc je trouvais que c'était une bonne introduction puisque c'est un peu de là que va partir les premières inspi. Ouais. Voilà, c'est un petit peu l'ébauche Ouais, c'est ça, une ébauche. de la presse mode. Hmm. Et on peut faire un petit Gros bond dans le bond temps. dans le temps, puisque moi je vous parlais du 14e siècle. Là, on va passer au 17e, 17e. parce que bon, bah, c'est là où on commence à y avoir un peu plus de Hmm. mouvement, si je puis me permettre, et un mouvement qui ne s'arrêtera jamais Jamais, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà, on va vous embarquer sur une petite barque. Denis, tu mettras une map monde où on est en train de naviguer. On le disait, je crois, dans une précédente vidéo sur, je crois, l'histoire des défilés, c'est que bien avant que presse mode n'existe comme aujourd'hui, Hmm. la manière de pouvoir véhiculer les tendances mode, parce que c'est à Ouais. ça que sert la presse, hein, bien sûr, on va pas définir la presse ici, je pense, mais voilà, la presse globalement, ça sert à faire circuler les tendances. Ce qui se faisait beaucoup, c'était l'observation dans les cours, Hmm. notamment lors des bals, des festivités, où on observait les tendances qui étaient mises en avant par les élites. Et on a très peu d'objets au 17e, c'est à peu près de cette manière que va se transmettre les tendances de mode, donc c'est surtout à travers l'observation, ce qui était déjà le cas en fait, je le disais au Moyen-Âge, mais on a quand même la suite de ces gravures du Moyen-Âge, avec des recueils, comme le recueil de la diversité de François Desprez, qui date de 1562, et qui montre des costumes de différentes régions, de différentes classes, donc qui mettent en avant la diversité vestimentaire. C'est vraiment l'accent sur le vêtement, là où le Moyen-Âge ne le faisait pas nécessairement, c'était pas en tout cas l'objectif premier de ces pratiques-là. Ça permet d'avoir une sorte de Pinterest avant l'heure, si je puis me permettre, pour pouvoir feuilleter et regarder justement les modèles qui peuvent exister. Ce sont des dessins, pas des photos. Les clients vont faire la demande en regardant, en consultant les catalogues. Mhm. Le client faisait la demande d'une pièce, pas l'inverse, c'était pas le Le couturier qui créateur. proposait. À côté de ces recueils, on a les almanachs, qui sont extrêmement populaires au 16e, 17e. C'est des calendriers, on a aussi des textes, on a des images, enfin, voilà. Et donc, encore une fois, on peut retrouver des images Mhm. de mode qui servent d'inspiration. On a une société qui est représentée. Alors, bien évidemment, comme ce sont des dessins, vous devez vous en douter, on l'a pas précisé, mais ce sont des représentations idéalisées des Mhm. choses, pas toujours proches de la réalité. Que là, c'est pas des dessins vraiment de mode, donc on C'était peut se le prémisse de permettre. Photoshop en fait, hein. Voilà, exactement. On peut se permettre de présenter des dessins plus idéalisés. Et donc, forcément, par ailleurs, on a aussi, et ça c'est dès le Moyen-Âge, les lois somptuaires. Ouais. Qui indiquent aussi, qui donnent des indications sur comment s'habiller. Alors, ça fonctionne pas à travers l'image Mhm. comme on peut avoir dans la presse, mais ça fonctionne à travers des textes, les textes qui sont aussi importants finalement au-delà de juste l'image. L'image sert de visuel pour pouvoir se rendre compte des choses, mais le texte
peut expliquer, Mm. par exemple, les matières, les tissus. Et donc là, Qui a le droit de c'est porter quoi? voilà, les lois somptuaires permettaient d'expliquer qui a le droit de porter quoi, pourquoi. Enfin voilà. De toute façon, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres épisodes. Donc voilà, on passe par plusieurs moyens qui sont un petit peu les prémices de ce que va devenir la presse mode, et notamment au XVIIe où ça prend vraiment essor avec les premiers périodiques. C'est là que partent les premières tendances de vouloir documenter. Ouais. On documente dans une certaine mesure la mode, pas dans un objectif de document historique, Mm. comme tu le disais, mais vraiment dans un objectif de document qui va servir à créer les tendances et à faire vendre. Mais en tout cas, c'est un peu ces trucs-là qui sont les piliers fondateurs Ouais, de de la ce presse. qu'est devenue la presse. Donc là, on arrive au XVIIe siècle avec la grande Louis XIV. Ah bah là, c'est le siècle lumineux, avant le siècle des Lumières. Exactement, c'est l'avant Galliano. Ah bah... On parle littéralement là sur de la représentation de vêtements, une culture de l'apparence ultra codifiée. Voilà, Daniel Roche, la culture des Exactement. apparences. Parce qu'on s'intéresse de plus en plus aux vêtements, notamment puisqu'on a le développement de cette presse-là, mais aussi parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un symbole de distinction. ouais. Et donc c'est hyper important et ça devient de plus en plus important au fil du temps. Ouais. On a une société qui est plus légère. Ouais, qui devient plus légère, ouais. Donc la mode devient littéralement un instrument de pouvoir sous son règne. C'est vraiment un théâtre permanent d'une certaine aussi situation sociale, justement en montrant des beaux vêtements, en montrant des beaux bijoux, en se montrant en fait tout simplement. Et du coup c'est vrai que ce climat favorise vachement l'observation et donc il va avoir eu un besoin quelque part d'enregistrer, d'analyser, de documenter. c'est ça exactement, de documenter et surtout de diffuser aussi, Ouais. parce que bah il faut montrer aussi son pouvoir, il faut montrer sa richesse. Et on fait un petit bond encore dans le temps, en 1672, où il y a la célèbre presse mode qui naît. Premier Ouais, les périodique premiers, ouais. plus institutionnalisé de Exactement. mode, comparé à ce dont on parlait avant, qui c'est moins des Ouais. périodiques de mode institutionnalisés, mais là on a Là, on a vraiment vraiment. l'institutionnalisation de périodiques. Et on va avoir un périodique qui s'appelle le Le Mercure Mercure Galant. Galant. Donc qui va être fondé, donc comme je l'ai dit, en 1672 par Jean Deneau de Visay. C'est un homme de lettres, c'est un journaliste du coup, une prémisse du journalisme. Voilà. Parce que bien évidemment la profession de journaliste n'existe N'existe pas comme pas, on l'entend aujourd'hui. Et il est parisien, je pense qu'il faut le dire quand même, voilà. La presse mode, elle venait pas de Dunkerque. Hein. Ah oui, non. Ce petit journal, ce petit périodique, qui va être publié de façon mensuelle. Ça vise vraiment un électorat, par contre, très cultivé, très riche, très bourgeois. Et ça. d'autant plus au vu de ce qui a été traité dedans, parce qu'on parlait beaucoup de balles, de théâtre, de mondanité, Exactement. de vêtements aussi. Parce que d'ailleurs, c'était pas un périodique uniquement dédié aux vêtements. Oui, non, c'est Voilà, ça reprenait l'actualité, on avait du vêtement dedans, mais c'était pas un périodique entièrement dédié aux vêtements. Ça parlait plus de mondanité. Toutes les tendances de mondanité, les Voilà. soirées parisiennes. Comme dirait Clara Marx. Ce qui fait son originalité d'ailleurs, en parlant justement que plus tard ça va évoluer, c'est qu'il y a justement il y a des rubriques spéciales mode dans ce journal et c'est ça qui va justement être intéressant pour nous justement. Bon, dedans on a des descriptions forcément très détaillées de certaines tenues. On avait aussi les chroniques saisonnières de la mode qu'on peut aujourd'hui appeler tendance en fait au final. C'est un peu les prémices de la tendance. On avait de temps en temps des gravures, mais J'allais c'était venir, plus vas-y, rare. vas-y. On avait des gravures pour Ouais. illustrer les propos. Mm. À l'époque, c'est plus un magazine écrit Ouais, qu'un magazine visuel. ouais. C'est vraiment plus tard qu'on va démocratiser l'image. On est plus sur un magazine écrit, en tout cas pour le Mercure Galant. À côté du Mercure Galant, on va avoir le glaneur François et un peu plus tard le Journal des Dames qui vont aborder de façon plus ponctuelle la mode. Et ça montre, d'ailleurs le développement de plus en plus de périodiques, ça montre à quel point on a un intérêt, et notamment un intérêt de la part de la bourgeoisie pour les objets de mode, puisque la bourgeoisie va tenter en partie d'utiliser la mode pour s'élever à un rang encore plus supérieur, donc accéder à une forme de nobilité, puisque, bah, encore une fois, on l'a dit dans le premier épisode, mais on va le répéter assez régulièrement, je pense, dans les épisodes, mais la mode va servir véritablement d'instrument de pouvoir et de distinction, et continue encore aujourd'hui à le faire. Alors, en parlant du galant, justement, Le Mercure Galant, il va s'étendre bien au-delà de Paris, parce qu'il devient vraiment un modèle de représentation d'un nouveau type de genre De presse. de presse. Donc, il va beaucoup tourner en Europe et en Angleterre, d'ailleurs, suite justement à diffusion. On va avoir The Ladies Mercury, qui Ok. seront fondées
daté en 1693, presque 20 ans, un peu plus de 20 ans plus tard que le Mercure galant. Et il naît vraiment dans une optique très similaire, orientée vers les femmes, vers les intérêts aussi des femmes. Par mois, il y avait entre 200 et 500 exemplaires du Mercure galant, ce qui était déjà Ce qui est énorme. énorme, hein. On Oui, n'est oui, pas oui. sur aujourd'hui où c'était du tirage Mm. à gogo. Et il faut savoir que le Mercure galant va perdurer dans le temps pendant presque 2 siècles et va devenir vraiment une institution Bah, c'est une de la référence un petit presse. peu. Exactement, ça devient la référence en fait presse mode. Et c'est assez important de voir ce développement de la presse, puisque c'est la naissance à ce moment-là d'une culture mode médiatisée Mhm. qui n'existait pas. Et c'est un moment charnier, si je Oui, puis dire. oui, oui, bah oui. Pour l'histoire de la mode. Pour la première fois, les tendances ne sont plus réservées à une élite privée de la cour, qu'elles vont être diffusées au moyen Mm. de ces journaux, de ces périodiques, notamment, tu le disais, dans d'autres pays d'Europe. Cette presse imprimée va permettre de poursuivre justement cette idée de s'approprier les styles des élites et de les imiter, puisqu'on a les images beaucoup plus visuelles, parce que forcément, on fréquente pas nécessairement quelqu'un de la Mm. bourgeoisie ou de la... Enfin, Oui, non. la bourgeoisie ne fréquente pas nécessairement des gens de la noblesse, qui n'ont pas forcément moyen d'imiter les Mm. styles, là où les périodiques vont leur permettre, en expliquant de quoi est fait le vêtement, quelles sont les coupes et tout, de pouvoir s'approprier Mm. ce style-là. C'est aussi symptomatique d'un phénomène qui va s'amplifier par la suite, puisque la mode devient un sujet d'intérêt public à Mm. ce moment-là. C'est vraiment il y a un truc qui se joue pour la mode et aussi pour la presse. Donc, début du 18e, on va encore parler du Mercure galant, puisque là, il va vraiment se centrer justement sur la mode et se publier un peu plus. Puisqu'au XVIIIe siècle, la mode devient véritablement un Oh, phénomène exactement. social important. Exactement, donc ils vont prendre le pas là-dessus. Ce sera vraiment le premier périodique qui sera exclusivement dédié à la mode. Et ça va anticiper sur ce que va devenir justement les futures presses de mode à cette période-là. D'ailleurs, on va parler de plusieurs journaux de cette époque, notamment celui de la Galerie des modes et du costume français, qui a été fait entre 1778 et 1787. Et là, c'est vraiment le premier réel journal de mode illustré créé par Jacques Esnault et Michel Rapilly. Donc, c'est 2 libraires et graveurs parisiens. 400 planches qui sont gravées à la main. On a des détails très méticuleux au niveau des vêtements, on a des coiffures, on a des accessoires, on a des bijoux. Avec Marie-Antoinette à la cour, on a vraiment cette idée que la mode est un outil extrêmement important du pouvoir. Et d'ailleurs, parlant de voir, dans ce magazine, il va aussi avoir des références sociales. C'est le début des premiers magazines complètement dédiés à la mode à cette époque-là. Parmi eux, on retrouve le Courrier de la mode. Donc déjà dans le titre, On comprend on a direct. quelque chose vraiment de dédié à la mode. On a aussi le Journal du goût, lancé en 1768, qui est pionnier. C'est les pionniers dans ces dynamiques-là. Ils sont illustrés. Encore une fois, quand on dit qu'ils sont illustrés, ils sont c'est pas dessinés. autant qu'aujourd'hui, hein, bien évidemment. Et encore que certains magazines ne me prononceraient pas dessus, qu'ils sont pas autant illustrés qu'un Karine Rothfeld. On a des illustrations, mais on a quand même une grande partie, c'est des écritures. Ça coûte beaucoup plus cher à faire produire avec illustration que sans illustration. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est quand même fait à la main. On n'est pas sur 40 pages d'édito et 10 d'écriture. Bien évidemment, ces magazines s'adressent quand même à une élite. C'est une élite cultivée, mais curieuse de découvrir les nouveautés dans la mode. Mais c'est là où on commence à se différencier, et ça on l'avait dit, mais ça s'accentue encore plus à cette période-là, c'est qu'on a une ouverture à la bourgeoisie, ce qui n'était pas le cas au tout début de la mode. Et d'ailleurs, c'est en 1780, il va avoir une publication avec une robe dite polonaise. C'était une jupe retroussée par l'arrière. La jupe était retroussée par l'arrière. Le corsage était forcément ajusté avec une coiffure très ajustée aussi. Et en fait, cette mode dite polonaise, elle va vachement se retrouver pendant une petite période à Versailles, et revisitée par l'aristocratie française. Ouais. La presse mode connaît un gros tournant à la fin du XVIIIe siècle, en 1785, avec la création du cabinet des modes. Pour le coup, il est considéré par la critique comme le premier véritable magazine de mode dédié à la mode. C'est là où on va avoir de plus en plus, à partir de ce moment-là, de plus en plus d'images dans la presse mode. Là où ceux qu'on vous a cités avant n'en avaient que quelques-unes.
Là, on va en avoir beaucoup plus, Mm. puisqu'on va pas se contenter de décrire, on va vraiment montrer Et je pense que la mode. la presse aussi change. Ils publient régulièrement des planches de mode qui sont coloriées à la main. D'ailleurs, petit fun fact, teinturier de l'époque, les teintures étaient très très nocives. Oui, Elles très étaient chimiques, faites avec surtout le du... vert. Ouais, Sur- c'est très compliqué. En plus vous imaginez, tout était fait à la main. Et en plus de ça, on risquait sa vie pour... Le fait qu'on mette de plus en plus d'images, ça permet aussi aux lectrices d'aller voir directement des couturiers Mhm. et de leur demander de reproduire ces vêtements. Et donc, Exactement. on parlait de la bourgeoisie, et c'est aussi grâce à ça que la bourgeoisie va accéder Ouais. à des strates supérieures. Ça a un succès assez rapide, le cabinet des modes, et ça inspire, bien Mhm. évidemment. Et on a d'autres publications comme le magazine des modes, Nouvelles françaises et anglaises, ou encore le journal de la mode et du goût. Donc ces magazines vont contribuer à la diffusion rapide des tendances en France et en dehors, beaucoup plus qu'à l'époque du Mercure Galant. Ils sont même souvent traduits grâce à ce magazine et qui va en découler. Ça permet la naissance d'une culture visuelle de la mode et du vêtement et ça permet de créer un imaginaire collectif autour du vêtement et ça marque les débuts d'une industrie éditoriale qui va se pérenniser encore plus au 19e, au 20e. Pour la première fois, la mode devient un sujet d'actualité traité régulièrement par la presse et accessible grâce à l'image. Et d'ailleurs, avec tout cet essor de manuscrits, de presse, Presse, de dessins, de gravure. gravures, tout ça, et surtout d'informations qui sont du coup de plus en plus élargies. Certaines publications sont bien plus décoratives parfois que simplement Informatif. informatives et deviennent de réels supports de travail pour certains artisans, notamment pour les couturiers, couturières, les modélistes, les tailleurs, tout ça. Ils vont se servir justement de tous ces ouvrages, de toutes ces références et surtout de tous ces codes et ces informations qui sont hyper précises justement dans tous Dans ces périodiques, ouais, c'est ça, qui font qu'ils vont pouvoir avoir accès à des informations pour créer certaines pièces. Donc on a Pour vraiment reproduire certaines pièces de la exactement. cour. Et du coup, forcément, de pouvoir l'adapter à plus de clients. On a bien évidemment aussi les dessinateurs de tissus qui sont ravis de tout ça puisqu'ils peuvent s'inspirer encore une fois de la monarchie, tout ça. Donc ils s'inspirent des motifs déjà visibles des robes et c'est notamment dans des régions de Lyon que Oui. tous ces dessins de textiles justement sont faits, sont créés. À Lyon, on faisait surtout du tissu de soie. On a une deuxième ville aussi qui arrive et qui fait un petit essor, c'est Rouen. Mais alors là, c'était plus pour le coton. Du coup, forcément, tous ces artisans, tous ces gens qui travaillent les petites mains, en fait, vont contribuer à l'essor et la uniformisation, quelque part, en fait, d'une certaine mode en France. Et voir d'ailleurs au-delà, hein, comme on l'a dit, puisque la presse Oui. va au-delà de la France. Et bien évidemment, le reste de l'Europe et du monde influence aussi Bien évidemment. les modes Oui. de la On cour. en a parlé avec la polonaise. Voilà, et puis on a aussi l'orientalisme Oui, à cette époque-là. totalement. On parle de la France qui influence, mais bien évidemment, il faut avoir conscience que le reste du monde Ouais. influence aussi la France. Comme un grand rappeur a dit, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Allez voir la banlieue chérie, je sais pas si c'est encore fini, mais... Ouais, allez voir l'exposition Banlieue Chérie d'ailleurs si jamais, et sinon on a fait une vidéo sur Insta. Et donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là, justement, avec tous ces artisans, qu'on peut parler quelque part d'une certaine forme d'industrialisation Oui. de la mode. Donc, Du c'est la vêtement, première ouais. fois qu'on peut parler de ça. Donc bien avant, du coup, la photographie. On va Ouais. revenir après, de toute façon. Là, pour le coup, les gravures jouent un réel rôle similaire à ceux des catalogues d'aujourd'hui. Et tout ça, forcément, ça s'inscrit dans un contexte historique particulier. Mhm. Donc la naissance de cette presse mode, surtout fin 18e siècle Ouais. en fait, s'explique par une conjonction de facteurs sociaux, économiques et politiques. On est avant la Révolution française, donc on est vraiment dans une société française extrêmement en effervescence et en floraison. Ça boue. La société française évolue, la cour n'est plus la seule à avoir le monopole du vêtement et du faste. On a la bourgeoisie urbaine qui est en plein essor. D'ailleurs, elle va connaître un grand essor avec la Révolution française. Elle cherche à s'affirmer à travers les tendances, à affirmer son statut social à travers le vêtement. Et les salons mondains deviennent des lieux d'échange où on discute notamment des nouveautés Ouais. de mode. On a aussi ce qu'on va appeler les dames de qualité Mm. qui expriment le désir de suivre la mode par le biais justement de ces périodiques, de ces publications qui sont régulières. Et on a, tu le disais, tu parlais de l'industrie textile qui, elle, va s'appuyer énormément sur ces périodiques en tentant de promouvoir, et donc c'est un petit peu déjà les prémices de la pub mode, de promouvoir ses produits auprès d'un public, et ça permet aussi de soutenir les journaux forcément, donc l'un et l'autre
se permettre de s'entretenir économiquement. La presse mode apparaît donc véritablement comme une réponse à une demande croissante dans la société d'information sur la mode, mais aussi comme un outil de diffusion et de démocratisation des tendances. Ça permet de relayer assez rapidement et en grande quantité dans Paris, toute la France et à l'étranger les nouveautés dans le milieu de la mode. Par ailleurs, on a l'émergence à cette époque-là d'un grand lectorat féminin. On a aussi la modernisation des techniques d'impression, tu le disais, et on a la possibilité de vendre des journaux à l'unité en kiosque, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et ça permet à ceux qui ne souhaitaient pas forcément s'engager de pouvoir avoir quand même accès à ces journaux-là. Donc la véritable révolution au XVIIIe siècle, pas l'illustration de mode, ça existe déjà avant, mais c'est sa démocratisation, sa régularité dans les publications, et c'est son intégration à une presse spécialisée, et ça permet aussi d'élargir la mode à un nouveau public. Le 19e maintenant. Non, parce que là, c'est vraiment l'essor en fait. Hein, le 19e. Ouais. De toute façon, c'est là où la mode monte, là où on va voir premier créateur. Ah, j'ai perdu ma birque, attendez. J'ai perdu ma birque. Bon, le 19e Oui, siècle, le 19e siècle, donc tournant de la mode. La révolution industrielle. Il y a plusieurs phénomènes d'ailleurs qui convergent pour transformer cette industrie artisanale en un média de masse incontournable. Déjà, on a l'industrialisation de la impression, justement avec l'avènement de la révolution industrielle qui bouleverse littéralement la production des journaux. La presse bénéficie de nouvelles techniques, notamment la presse rotative qui a été inventée en 1843. Ça permet de produire des milliers de feuilles. Grandes et moins cher. Rapide, sans coût. Et on a aussi forcément la lithographie de couleur qui fait son essor et qui rend possible justement la production de planches illustrées en couleur. Et plus fidèle et forcément plus attractive. On a aussi le développement des chemins de fer et des réseaux routiers qui facilitent la diffusion rapide de la presse, même en province. Ouais. Et donc, on a un nombre de périodiques qui explose. Ouais. Parce que c'est grâce à ces avancées, justement, à tout ce qu'on vient de citer, que le tirage moyen des magazines, où je vous le rappelle, c'était 200, 500 pour le Galant Mercure, là, on arrive à plusieurs dizaines de milliers. Et cette multiplication des titres accompagne l'essor d'un lectorat féminin urbain, avide de nouveautés et de petits conseils. Bien évidemment, dans les magazines de mode, on va aussi retrouver des conseils beauté. Et la mode devient vraiment un sujet d'actualité important dans le quotidien des gens. On a aussi des patrons dans les magazines. On a des conseils pratiques de couture. Et ils abordent aussi, bien évidemment, excusez-moi pour ce recul du féminisme, mais ça aborde bien évidemment la vie domestique, la cuisine et l'éducation des enfants. Vous devez vous en douter, forcément, un magazine féminin. Qu'est-ce qu'il pourrait aborder d'autre ? Voyons. La femme qui s'habille, qui se maquille, qui s'occupe des enfants et qui fait la cuisine. Et on a, justement, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui demandent et que la presse permet, avec ce développement de produits de plus en plus, on a de nouveaux noms encore. Oui. Donc, vous imaginez, plus on avance, plus on a de magazines. Hein, alors, évidemment, il y en a qui ont fermé entre-temps, mais on en a des nouveaux qui émergent. On a la mode illustrée en 1860 ou Moniteur de la mode en 1843. Ces magazines publient des gravures de mode, vous devez vous en douter, on en a parlé, et ça permet aux lectrices, parce que c'est surtout dirigé vers la femme, surtout à cette époque. À partir de cette période-là, la mode devient uniquement la préoccupation des femmes, et les hommes n'ont plus d'intérêt dans la mode réellement. Et donc ça permet aux femmes de suivre les dernières tendances parisiennes, puisque Paris est grande capitale de la mode, de les reproduire chez elles forcément, puisque c'est tout le concept de la mode, la reproduction. Et ça participe à la démocratisation de la mode. On les retrouve dans les classes plus moyennes grâce à des productions industrielles et des baisses des prix au niveau de la presse. Et d'ailleurs, comme on parle justement de cette démocratisation, notamment au niveau des femmes, les lois scolaires françaises changent en 1860 sous Jules Ferry, du coup, qui augmente littéralement le taux d'alphabétisation, surtout pour les femmes. Donc, ce qui veut dire que en 1850, c'était 50% des femmes qui savaient lire et écrire. Et en 1900, donc 30 ans après les lois Ferry, le taux dépasse les 80%. Alors, c'est toujours pas ça, mais il y a une nette amélioration qui fait que forcément la presse mode et la culture mode, on va dire, si je peux dire ça comme ça pour l'époque, va vraiment s'intensifier puisque les femmes vont enfin pouvoir, entre guillemets, s'émanciper grâce à la lecture et à l'écriture. Au-delà de ça, la mode n'est pas uniquement, donc tu le dis, une espèce de prescription vestimentaire, elle est aussi un pilier d'émancipation. Donc ça permet de proposer des modèles d'émancipation tout en reflétant les normes et les attentes de l'époque. Et on a Christine H. Gerhardt
qui est, si je ne dis pas de bêtises, une enseignante chercheuse de l'université de l'Ohio, qui dit, je cite, alors que les femmes contribuent depuis longtemps aux périodiques féminins édités et publiés par des hommes, certaines femmes souhaitent des moyens de communication et de discussion plus directs, et on va avoir des magazines comme Des Dames qui ont été fondés par des femmes. Donc on a des magazines. Les femmes ne servent plus uniquement à écrire des chroniques parce que ça arrivait qu'elles écrivent des chroniques pour des magazines. Elles vont activement contribuer à la presse mode en créant elles-mêmes des magazines. Et donc c'est en ça que la presse, et notamment la presse mode, va permettre de servir à l'émancipation Ouais. des femmes. Et c'est assez important pour l'époque. Et du coup, c'est vers le Ouais, milieu du 19e siècle. 19e siècle, ouais, que on va avoir une réelle importance avec la haute couture qui est en étroite collaboration justement avec cette nouvelle presse qui arrive. Donc la presse devient littéralement une vitrine mondiale pour le coup des créations haute couture. Surtout les créations signées Wars, évidemment, puisque Évidemment, c'est le c'est pionnier, c'est le précurseur, c'est celui qui exactement, lance tout le c'est truc. littéralement les créations de Wars qu'on va le plus montrer, je pense, au niveau de du journalisme de mode à l'époque, puisqu'il n'y avait que lui, au Voilà. On final. a une évolution du secteur de la Oui, mode oui. avec lui. Et on va avoir des grands magazines, donc fin dit 19e, comme notamment Vogue en 12. 1892. Et on a Harper's Bazaar en 1867, donc milieu quand même du 19e. Elles obtiennent littéralement des exclusivités sur les nouvelles collections des couturiers, notamment forcément de Wars. Wars, et publient des interviews et les coulisses d'un nouveau genre, du coup, hein, puisque on ne connaissait pas tout ça. La haute couture, Voilà. et même le concept de créateur de mode. Exactement, n'existait pas, donc elles sont vraiment avant-gardistes là-dessus. Alors, la mode est présentée dans ces magazines comme littéralement de l'art de vivre aussi. On a une Mais vraie non, mise en scène du exactement, on a une mise vêtement. en scène, une certaine théâtralisation, si on Ouais. veut parler de Ce ça. qui était moins le cas avant, puisque avant C'était, on présentait représentait juste le vêtement et on ça. le présentait dans une Mm, scène de vie traditionnelle. exactement. On a vraiment une mise en scène qui est complètement Ouais, différente. totalement. Bien évidemment, les magazines se développent tellement que la mise en page devient de plus en plus importante. Donc on va avoir des pages très soignées, on va commencer à avoir des photos, justement. Ouais, les premiers types de photos, ouais. Exactement, de toute façon, on va y venir très Bien bientôt. évidemment. On va avoir des textes très évocateurs, avec des titres, avec des polices, avec... Bah, on améliore la manière de faire la presse. On Exactement. cherche à faire vendre maintenant beaucoup Exactement. plus qu'avant. Puisque bah, maintenant qu'on a les créateurs, Mm. l'objectif c'est de vendre C'est véritablement ça. le vêtement plutôt que de juste montrer les tendances, puisqu'il y a une nécessité Mm. de commercialiser beaucoup plus. Et d'ailleurs, pour justement cette nécessité de commercialiser et de fidéliser, entre guillemets, le lecteur, en fait, on va vraiment créer des pages, on va créer des histoires, on va créer des choses qui vont maintenir le lecteur justement dans un certain storytelling de la presse et de cette nouvelle façon d'écrire et de présenter la mode. On va avoir la presse parisienne qui, pour le coup, influence énormément un peu partout dans le monde, pour le coup. Et donc on a véritablement une collaboration stratégique entre la presse Ouais. et les couturiers et les créateurs, Mm. et notamment Wars, puisque la presse devient un outil de promotion et de légitimation pour les créateurs, leur permettant d'atteindre une clientèle beaucoup plus large. Mm. Donc les magazines ne se contentent plus de relayer les tendances, ils deviennent de véritables prescripteurs, capables de lancer ou d'enterrer une tendance, une mode. Les maisons de couture, les premières maisons de couture sont conscientes de cet enjeu-là et développent des services de presse. On a véritablement un lien extrêmement fort entre les créateurs et les presses. Et on va passer au XXe siècle, bien évidemment. Mhm. Et notamment, bon, le début du XXe siècle n'est pas hyper foisonnant, Non. mais c'est surtout l'entre-deux-guerres et l'après-guerre qui vont être extrêmement intéressants pour la presse. Ça marque un tournant majeur dans la presse féminine et dans la mode en France. On est dans un contexte de bouleversements sociaux, forcément. On a une montée de la société de consommation qui est assez extraordinaire, ouais. exponentielle. On a les tendances qui se renouvellent de plus en plus. On fera des vidéos sur les tendances du XXe siècle. On a des femmes qui demandent à avoir de plus en plus d'indépendance. Elles travaillent davantage. Elles disposent pour certaines de leur propre argent. Mm. Elles aspirent à une vie plus moderne, plus indépendante. Donc c'est un terrain fertile forcément pour la presse et l'essor de nouveaux magazines. On a des titres emblématiques qui voient le jour. Marie-Claire en 1937, fondée par Marcel Auclair et Jean Prouvost, qui se positionne comme le Vogue du pauvre, Ouais. accessible, moderne, donc à
tout le monde, à toutes les classes. Donc vraiment, vous voyez l'évolution. Ouais. On part d'un truc qui est réservé à la noblesse, à la Marie-Claire, où on a volonté de toucher les classes beaucoup plus populaires, avec des couvertures à l'américaine, donc comme Vogue ou Harper qu'on a évoqué avant. On a bien évidemment Elle, qui est Oui, lancée elle. en 1945 par Hélène Gordon-Lazareff et qui adopte une devise qui est audacieuse, je cite, du sérieux dans la frivolité, l'ironie dans le grave. Ça s'adresse à une génération de femmes qui sortent de la guerre avec une volonté de s'affirmer. Elles ont travaillé pendant toutes les périodes de guerre et donc elles s'affirment, elles veulent s'informer et consommer différemment. On a d'autres titres, Mode et Travaux, très connus, qui participent à cette dynamique en proposant des patrons à reproduire chez soi pour créer ses propres vêtements, des conseils pratiques dans la fabrication ou dans le fait de réparer ses Le vêtements. principe du DIY, en fait. Exactement, YouTube n'a rien Oui. inventé finalement. La presse féminine joue alors un véritable rôle clé dans la démocratisation de ce qu'on va appeler le prêt-à-porter. Le fait de construire des vêtements chez soi et des vêtements qui peuvent être les mêmes par tout le monde puisque c'est les mêmes patrons, c'est une forme déjà de prêt-à-porter un peu plus artisanale, un peu plus voilà, mais en tout cas on a déjà une forme de prêt-à qui existe dans la mode. Et la presse présente des collections et ça accompagne la transition de la haute couture dont on parlait juste avant vers une mode plus accessible qui est celle du prêt-à-porter qui arrive par la suite. Ces magazines deviennent aussi des espaces d'expression et de débat sur les sujets de société, la contraception, le droit des femmes, la sexualité, la vie professionnelle. Ça contribue à façonner une nouvelle image de la femme et bien évidemment au XXe siècle, quelque chose qui va révolutionner la presse mode, c'est la photographie de mode qui devient pilier central de la presse spécialisée. Donc effectivement, on arrive au grand photographe que tout le monde connaît aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a l'invention de la photographie en 1839. Mais elle n'était pas vraiment utilisée non, parce elle était que pas ça vraiment coûtait utilisée. extrêmement cher, c'est des procédés qui sont extrêmement longs. Donc le 20e siècle, c'est vraiment l'essor des photographes. Ça va commencer d'ailleurs dès 1913 avec Adolphe de Meyer. Le baron Adolphe de Meyer. Le baron Adolphe de Meyer, qui est le premier photographe dit mode professionnel. Ouais. Pour la presse, en tout Pour cas. la presse, en tout cas. La photographie devient littéralement un art qui mêle l'élégance et évidemment la publicité, puisqu'on va utiliser les clichés dans la presse, encore une fois, sur les affiches, dans les films, Pour faire vendre. Exactement, pour faire vendre. On a évidemment de grands photographes tels que Paolo Roversi, Martin Parr, Helmut Newton. Non, on a Edward Steinschein, qui est chef de la photographie pour Vogue et Vanity Fair dans les années 20-30. On a Horst P. Horst, qui révolutionne la lumière et la composition en signant des images comme Men Boscher Corset en 1939. Mais c'est surtout après 45 qu'en fait la photographie de mode expo. Voilà, avant 45, on a surtout ces photographes-là qui sont assez important, reconnu. C'est une profession qui est assez naissante, d'ailleurs, notamment photographe de mode. Après 45, la profession explose véritablement. On va avoir Richard Avedon, Guy Bourdin, Irving Payne, Norman Parkinson, Annie Leibovitz. Et ils vont vraiment transformer la manière dont on va percevoir la mode, puisqu'elle va être mise en scène, elle va être théâtralisée, elle va être sublimée, qui vont les révolutionner, notamment avec des photos assez romantiques, assez glamourisées, et aussi des choses beaucoup plus provocatrices, notamment avec Peter Lindbergh. À côté de ça, on a aussi les mannequins qui deviennent véritablement des stars. On a une professionnalisation assez importante du mannequin. On a notamment Dovima, Jean Bachette, Twiggy, très importante, Jerry Hall, ou encore à la fin de cette période-là, les top modèles, Naomi Campbell, Kate Moss, Evangelista, Linda Evangelista, enfin voilà. Tous ces mannequins-là qu'on connaît, Shala Marlowe, enfin voilà, on a tous ces Irina Chikselamova qui prennent de la place et donc la mode véritablement devient un terrain de jeu, si je puis me permettre, et la presse mode aussi, puisque justement on va retrouver des photographes, on va retrouver des mannequins, et donc vraiment on a une professionnalisation assez importante de la presse mode qui se transforme véritablement en vitrine, en publicité. Donc voilà, on voit la modification quand même, puis le début où c'est juste pour diffuser les tendances, à aujourd'hui où c'est vraiment de la publicité pour faire vendre.
À partir des années 1970, la presse s'ouvre à de nouveaux publics, et notamment aux hommes, qui étaient assez absents, on le disait notamment depuis le 19e siècle, Mhm. de la presse mode. On va avoir des titres comme L'Officiel Homme, GQ, qui est extrêmement important, ou Men's Health, qui est un magazine de sport très connu. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse différence entre la mode masculine et féminine, c'est-à-dire que le masculin est toujours très... Donc on aborde le bien-être, le sport, la réussite professionnelle, la séduction et la culture. évidemment. Et cette segmentation des magazines reflète la diversité Mm. croissante des attentes et des identités dans la société contemporaine. Et elle permet aussi à la presse mode de toucher des publics extrêmement variés et d'accompagner l'évolution des normes sociales et culturelles. Et donc la presse mode a un impact majeur. Elle façonne les normes esthétiques, elle impose des standards de beauté et de comportement, mais elle accompagne aussi les évolutions sociales. On va voir notamment les presses LGBT qui vont se développer aussi par la suite. Et pour des générations, et notamment des générations de femmes, ces magazines ont été des espaces d'émancipation assez importants. On le disait, mais c'est important de Mm. vraiment montrer à quel point la presse peut être vecteur de quelque chose. Qu'il faudra peut-être qu'elle s'en rappelle. Dans les années 2000, presse féminine française vendait plus de 200 millions d'exemplaires par an, générant plus de 615 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des titres comme Marie-Claire dépassaient régulièrement les 400 000 exemplaires vendus par numéro. Mm. La presse magazine dans son ensemble diffusait plus de 7 milliards d'exemplaires par an en France. La diversification dans la presse, ça a aussi permis de briser certains stéréotypes, de promouvoir des modèles alternatifs et de donner la parole à des minorités ou à des courants émergents. Mm. Elle a aussi beaucoup été critiquée pour avoir renforcé la pression sociale et notamment sur l'apparence Ouais, ou diffuser des images irréalistes du corps féminin. On pense surtout aux années 90, ouais, début surtout, ouais. 2000, avec justement l'idée de l'ultra Le maigreur comme étant grunge. une norme. C'est à partir des années 1990, ça va se pérenniser tout au long du XXe siècle, que la presse papier entre dans une crise profonde qui s'accélère avec la révolution du numérique. Ça s'explique forcément par plusieurs facteurs. L'arrivée d'Internet, la gratuité de l'information en ligne, la montée des réseaux sociaux, mais ça c'est surtout Ouais. milieu du 20e, et l'évolution des usages, notamment chez les jeunes générations. Dans les années 80-90, la presse papier était encore un média dominant en France, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus chaque jour jusqu'en 1990, mais on a une tendance qui s'inverse à l'aube des années 2000 et suivants. Les ventes plongent, atteignant seulement 1,5 million, donc on passe de 8 millions à 1,5 million, soit une chute de près de 80% Mm. en 30. Et ça met en péril un modèle économique traditionnel de la presse. Les projections d'ailleurs estiment que la vente au numéro de la presse imprimée pourrait encore baisser de 63%. Début des années 2000, on a Internet qui rentre en jeu. Voilà. Et c'est pas des moindres puisque les premiers magazines de mode dont Vogue vont avoir leur site internet et vont propager justement tous ces publicités, tous ces journaux, tous ces trucs, mais sur le numérique et donc forcément impacter quelque part la lecture traditionnelle papier. Elle s'ouvre évidemment sur une mondialisation de la diffusion de leurs magazines, de leur audience, de leur prise de parole. Les contenus sont forcément enrichis aussi, donc il y a du contenu vidéo qui va apparaître, on a des interviews aussi qui vont pouvoir apparaître, on va pouvoir être plus proche de certains écrivains, de certains photographes, de certains créateurs. Enfin, Internet va vraiment pouvoir permettre ça. Et évidemment, les galeries photos, avec la naissance aussi de Google Photos, avec la mythique robe De Gilo. de Gilo de Gianni Versace. On va aussi avoir l'essor des blogs dans les années 2000. On va avoir l'un des plus gros blogs au monde qui s'appelle The Sartorialist en 2005, qui va littéralement démocratiser les blogs de mode en créant de nouvelles interactions via une page et forcément des styles plus personnels. Ils émergent d'abord comme des journaux personnels, donc on est Mhm. dans une autre pratique de Ouais, la c'est presse clair. mode. Chacun peut y poster ses looks, ses inspirations, ses cœurs mode, sans passer par la validation des magazines qui travaillent avec les créateurs et qui peuvent donc être influencés. C'est souvent des jeunes passionnés de mode,
mode, des étudiants ou des autodidactes qui profitent de la simplicité des plateformes comme Blogger ou WordPress pour se lancer. Parce qu'à l'époque, c'était gratuit. Parmi les premiers blogs qu'on connaît, on a Still Bubble de Suzy Lowe à Londres. Tu le disais, Sartorialiste de Scott Schumann à New York. On a Garance Doré à Paris. Et les blogs proposent un regard neuf sur la mode. C'est un regard qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus spontané. La manière de communiquer la mode est complètement différente. On est vraiment dans une expression de soi plus intime. Il popularise le street style. La mode n'est plus seulement une mode des podiums ou des shootings photos. Elle est dans la rue. C'est aussi la mode de la rue, des anonymes, des personnalités locales. Et très vite, les blogs deviennent des plateformes d'influence. Les marques repèrent certains des blogueurs. Elles leur envoient des vêtements, des invitations pour les événements. Et donc, on a une frontière entre amateurisme et professionnalisme qui s'efface. Les blogueurs sont notamment invités au Fashion Week, parfois même au premier rang. Notamment aujourd'hui, on le voit. Alors aujourd'hui... Et certaines, parce que c'est surtout des femmes, deviennent des références pour lancer des tendances. Comme exemple, on a Tavi Jevinson qui lance The Style Rookie à 12 ans et se retrouve quelques années plus tard invité au défilé de New York et de Paris. On a la bien connue, si vous faites les Fashion Week, Chiara Ferragni qui commence The Blonde Salad en 2009, devient en quelques années l'une des influenceuses mode les plus puissantes du monde, puisqu'elle collabore avec Dior, Lancôme et elle a d'ailleurs lancé sa propre ligne de chaussures. On a aussi, on lui fait un petit coucou, Earth Evangelista, qui utilise son blog, elle a aussi Instagram, YouTube, partage ses looks, ses coups de cœur dans la mode, elle a beaucoup de collaborations avec des maisons de luxe, elle a une grande proximité avec sa communauté, c'est aussi ça que ça permet le blog et notamment après par la suite les réseaux sociaux. Et donc elle et celle qu'on a citée incarne parfaitement cette nouvelle génération d'influenceuses qui brouillent la frontière entre célébrités, créatrices et prescriptrices de tendances. Et d'ailleurs, avec justement cette nouvelle génération de mode, de personnes dans la mode, on va avoir évidemment l'essor avec les réseaux sociaux qui vont littéralement changer notre perception de la presse, de la communication de mode, de la façon dont on va gérer, dont on va voir la mode. On va avoir forcément les influenceurs, que ce soit sur YouTube dans les années 2010, Instagram, que ce soit sur Instagram après, TikTok maintenant. Exactement. Même les plateformes de presse vont utiliser ces réseaux sociaux-là. Donc, les maisons Vogue, aussi vont oui, utiliser... les maisons, bien évidemment. Tout le monde va se jouer presse numérique, en fait, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Même, justement, les influenceurs dits mode, ils vont parler de ça avec leur propre vue, en fait, tout simplement. C'est un petit peu l'évolution des blogs où on va avoir beaucoup plus une interaction qui est encore plus proche que pour les blogs, une interaction encore plus directe, plus rapide, et c'est ce qui va aussi renforcer la consommation dans la mode, puisqu'on va faire vendre encore plus vite. On le voit notamment avec TikTok où ça va encore plus vite que dans les années 2010. On a vraiment l'idée d'une énorme accélération de la communication mode à cette période là. Ça bouleverse la façon dont la mode se raconte et se consomme. L'information ne passe quasiment plus par l'écrit ou la photographie traditionnelle. Mais plus par la parole, on est surtout sur la vidéo, l'audio et les formats interactifs. Et les vidéos sont devenues le support privilégié pour présenter la mode vivante. On va avoir sur YouTube notamment Loïc Prigent. C'est ce que j'allais dire justement, je trouve que ça a vraiment changé depuis que Loïc a réussi à pop-up sur les réseaux sociaux où les gens se sont de plus en plus intéressés à lui puisque il était un peu seul. Les coulisses de la Fashion Week. Voilà, on est aussi bien évidemment sur YouTube ou sur le reste des réseaux sociaux, les hauls, les Get Ready With Me, les lookbooks, les swaps, et les marques elles-mêmes d'ailleurs investissent dans ces influenceurs et investissent aussi dans des mini-films, des documentaires, des interviews. On a aussi un autre médium qui émerge, c'est les podcasts qu'on ne connaît pas du tout. C'est nous les podcasts. Ça donne une nouvelle dimension plus narrative à la mode. Ça permet d'aborder des sujets un peu plus en profondeur comme on le fait ici, on l'espère en tout cas. Et bien évidemment on a les contenus sponsorisés avec les influenceurs et les collaborations qui sont devenues la norme d'ailleurs dans la communication, la nouvelle presse marketing de mode. Et la presse papier dans tout ça, elle essaye toujours quand même d'être là. De se redynamiser, de lutter. Exactement. Avec des nouvelles façons d'écrire, des nouvelles façons de voir
première de couverture, Mm. en essayant qu'elle soit plus impactante, en rechangeant les choses. De toute façon, les magazines sont surtout composés de pubs pour pouvoir Ouais, financer l'impression ouais. et la création du numéro. Donc on a véritablement une grande crise Mm. de la presse papier. Ça se ressent parce que moi, ça m'arrive d'être styliste photo sur certains shootings. Et on le voit bien. Oui, donc Et elle essaie donc, de se on a beaucoup moins redynamiser. d'argent à disposition Ouais. pour les shootings, pour payer les équipes. Et donc, du coup, on sent véritablement qu'il y a une crise de cette presse Mm, qui est assez importante mm, et qui tend à se faire remplacer par à la fois les magazines digitaux mm, en ligne, mais aussi les influenceurs, mm, les blogueurs, les célébrités mm. aussi qui imposent les tendances. Euh, et donc, on le voit grâce à toute cette évolution qu'on Ouais. vous a expliquée. On espère que vous n'avez pas trop perdu, qu'il y a eu véritablement pic Mm, de la presse mode à un moment donné, et que là, malheureusement, la manière dont la presse mode s'est construite et au vu des avancées aujourd'hui, on a véritablement une presse mode mm, qui est en crise et qui est peut-être sur le point de disparaître. On le disait en 2030, mm. une baisse assez drastique des éditions. Après, il faut juste qu'ils se renouvellent, hein, parce que franchement, aujourd'hui, on ne voit que des pubs dedans, déjà, c'est Oui. insupportable. Bah, Et surtout les magazines possédés par une certaine société dont on ne citera pas le Condé prénom. Nast, enfin, je Euh, veux dire, voilà, et on a aussi toute la question du papier, c'est-à-dire que ils font rien non plus pour essayer de mm, recycler, pour essayer de changer ça non plus. En fait, il y a toutes ces problématiques à lesquelles ils ne veulent pas répondre mm. et à laquelle il va falloir répondre parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont rien à faire. Et puis même, Euh, les rubriques sont un peu vieillissantes, Ouais, on se de fou. redynamise pas, on voit souvent les mêmes têtes dans les Mm, magazines. Est-ce qu'on pourrait pas justement se servir de ces influenceurs pour pouvoir redynamiser la presse? Il y Ouais, a un manque de profondeur de ouais. l'industrie de la mode, notamment depuis l'essor de l'influence et justement de ce truc qu'on Mm, disait entre amateurisme et professionnalisme. C'est l'idée que maintenant, dans notre chambre, on peut produire du contenu qui se veut être mm, mode, mais qui n'est juste que le résultat de ce qu'on va appeler savoir s'habiller, mm, sans forcément derrière une profondeur drastique dans les connaissances un peu plus approfondies mm. ou abouties de la mode. Sur les réseaux, c'est vrai qu'on est sur un manque de profondeur énorme. Et quand on voit qu'il y a des vidéos qui font des milliers voire des millions de vues, Avec parfois, d'impressions pour le coup, avec avec plein parfois d'erreurs. des erreurs euh, historiques. On est passé d'une presse qui s'intéresse vraiment à l'essence même du vêtement à une presse qui n'est là que pour une faire vendre surface. un vêtement. Et donc, il faut que les choses soient belles et lisses pour pouvoir faire vendre. Mm. Voilà, Voilà, je je pense pense qu'on a que. assez Ouais. bavardé. On espère que ça vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous avez appris des trucs, s'il y a des trucs sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Ouais. Bah, comme à chaque fois, en Voilà, fait, les hein, YouTube n'hésitez ads, vous pas. connaissez. Voilà, liker, commenter, Liker et tout ça. partager, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à Ouais. interagir en commentaire si vous avez des trucs sur lesquels rebondir, si vous voulez Mm. apporter des précisions, si vous voulez donner votre avis sur des points qu'on a abordés, n'hésitez pas. Ouais. Euh, et voilà, Et oui, je pense qu'on va s'arrêter je là. pense qu'on va On s'arrêter là. De a base, on pas était mal là en mode. parlé. Oui, On ça n'a va pas être grand très chose long. à Ça dire. fait 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures, 2 heures. guys. Voilà. Et encore, 2 heures juste qu'on enregistre. Euh, On vous fait des bisous Ouais. et on vous dit au Au revoir. revoir. Ah là 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 là.